Bonjour à tous. Merci d'être là pour ma présentation sur mes résultats partiels de mon doctorat. Mon doctorat concerne les revêtements pardon, photopolymérisables autoréparateurs. Comme a dit Roger, ma directrice est Véronique Landry, qui est la titulaire de la chaire de recherche CRI. Mon co-directeur est Jean-François Morin, professeur au département de chimie. L'industrie du bois représente 1,25% du PIB du Canada, ce qui est donc énorme. Et c'est le premier producteur de bois au monde. Puis 44% de tous ces revenus concernent la fabrication des produits en bois massif, car de plus en plus de bâtiments contiennent du bois. Il y a deux catégories, le bois de construction et les produits d'intérieur en bois, comme les meubles, les portes ou les couvre-planchers. Pour mon doctorat, on va se concentrer sur tout ce qui est les couvre-planchers. Comme vous le savez, les couvre-planchers subissent de nombreuses agressions mécaniques, telles que on marche dessus, parfois on a des animaux de compagnie, on fait tomber des clés sur le sol, etc. Les propriétés de surface du couvre-plancher sont extrêmement importantes. Pour protéger le bois, un système de finition est déposé sur le plancher. C'est un système multicouche qui contient un après, plusieurs couches de scellant, une couche d'anti-abrasion et une couche finale. Cette formulation de finition est photopolymérisable aux UV. Ça permet une grande productivité pour les industries. C'est une formulation d'acrylate parce qu'ils ont une réactivité très élevée sous UV. Et c'est une formulation 100% solide pour avoir un faible taux en composés organiques volatiles. Le rôle de cette finition, c'est donc d'apporter la résistance à l'abrasion, la résistance aux égratignures et la dureté de surface au plancher. Malgré les innovations des finitions, les égratignures sont toujours inévitables et donc il faut soit encore améliorer la finition en augmentant la résistance mécanique de la couche finale, soit de se tourner vers l'autoréparation. Donc, le but, c'est que si une égratignure arrive, elle puisse se réparer avec ou sans l'intervention du propriétaire du plancher. La problématique de mon doctorat, c'est celle-ci, donc faire une finition photopolymérisable 100% solide qui correspondent aux critères de l'industrie du bois en termes d'esthétisme, de mécanique, de physico-chimie pour la formulation, puis qui soit autoréparatrice. Pour faire de l'autoréparation, il y a trois façons. La première, c'est d'ajouter dans la finition des capsules. Celles-ci contiennent un agent autoréparateur. En cas d'égratignure, la capsule est brisée et l'agent autoréparateur vient se déverser dans la fissure. En séchant, ça répare la fissure. La deuxième façon de faire, c'est un système vasculaire. Donc, le concept est similaire aux capsules, mais avec des vaisseaux au lieu des capsules. Et la troisième façon, c'est d'avoir une finition intrinsèquement autoréparatrice. Donc là, c'est les liaisons contenues dans le matériau, qui sont des liaisons réversibles. Donc, ça crée un réseau qui peut se faire et se défaire à l'infini sous certains stimuli. Quand il va y avoir une égratignure, l'énergie cinétique va briser les liaisons réversibles. Et donc, comme je disais, avec ou sans stimuli, on peut faire venir reformer les liaisons réversibles. On élimine tout de suite le système vasculaire parce que pour l'industrie du couvre-plancher, ce n'est pas applicable parce que l'industrie et la production se fait en ligne. Puis, pour le système vasculaire, il faudrait comme arrêter la chaîne de production pour venir imprimer des vaisseaux. Donc, dans ma présentation, on va se concentrer sur les systèmes à base de capsules et les systèmes intrinsèquement autoréparateurs. L'avantage des systèmes à base de capsules, c'est que l'industrie n'a pas besoin de développer une nouvelle formulation, elle a juste à ajouter des capsules dans la formulation déjà existante. La réparation est totalement autonome. Par contre, c'est à usage unique. Une fois que la capsule est vide, on ne peut pas réparer au même endroit. Et ça pose problème parce que certaines publications ont mis en avant qu'une égratignure qui a été réparée, c'est un chemin de prédilection pour de nouvelles égratignures. En ce qui concerne les systèmes intrinsèquement autoréparateurs, le gros avantage, c'est que ça répare théoriquement à l'infini. C'est un système qui est applicable à tout type de finition. Il faut donc développer une nouvelle formulation
qui contient des liaisons réversibles, mais c'est applicable dans tous les domaines, techniquement. Puis, le désavantage, c'est que par contre, il va falloir un stimulus pour apporter de la mobilité aux chaînes de polymères pour que les liaisons réversibles se reforment. C'est un système qui est très fréquent dans la littérature, mais uniquement pour les résines flexibles, donc ce qui n'est pas du tout le cas des couvre-planchers. Aussi, on remarque que ces deux systèmes sont complètement complémentaires parce que les systèmes intrinsèques vont être très efficaces pour réparer des petits volumes d'égratignures. Par contre, quand on commence à perdre de la matière, là, on peut pas, le système intrinsèque ne permet pas d'ajouter de la matière. Au contraire, les systèmes à base de capsules sont plus efficaces pour les grosses égratignures, puisque ça ne marche pas pour les petites, car si en cas de petite égratignure, il y a un risque de passer entre les capsules finalement. Donc au final, pour mon doctorat, j'ai décidé de développer une sorte de super finition qui contient et des liaisons réversibles et des capsules. Juste un petit point rapide de littérature pour vous expliquer mes choix. Dans les systèmes à base de capsules, il y a 3 technologies. La première, c'est des capsules plus un catalyseur. Donc là, l'agent autoréparateur contenu dans la capsule vient polymériser au contact, a besoin du catalyseur pour polymériser. L'inconvénient, c'est que c'est des catalyseurs métalliques, donc c'est pas souhaitable. Ensuite, il y a le système il faut une paire de capsules pour polymériser. Donc, typiquement, la polycondensation d'époxyde, donc avec l'époxy contenu dans une capsule, l'amine contenue dans l'autre. Et quand les deux monomères se rencontrent, il y a polymérisation. Le problème, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait autant d'amine que d'époxy qui soient libérés lors de l'égratignure. Sinon, on se retrouve avec par exemple, de l'époxy liquide sur notre sol, qui n'est pas du tout souhaitable. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis tournée vers les systèmes à une seule capsule qui contient des agents qui polymérisent avec l'humidité ou l'oxygène contenu dans l'air, et plus précisément les isocyanates qui polymérisent à l'humidité et les huiles cicatives qui polymérisent avec l'oxygène. En ce qui concerne la nature de la coquille, de la capsule en soi, on trouve énormément de capsules urée-formaldéhyde dans la littérature et aussi quelques-unes en polyuréthane. Le gros défi de cet axe de recherche, c'est de synthétiser des capsules qui soient résistantes à la mise en forme de la formulation dans l'industrie. Ça passe beaucoup entre des rouleaux, des choses comme ça, mais qui brisent quand même quand il y a une égratignure. Et le tout en maîtrisant l'encapsulation de l'agent autoréparateur. Pour les systèmes intrinsèquement autoréparateurs, pareil, il y a également 3 technologies possibles. Donc, la première, c'est que la liaison réversible, ce soit une liaison covalente d'une réaction réversible telle que la Disalder. Donc, par exemple, ici, on a un furan et un malénide. À température ambiante, ils vont réticuler ensemble et si on vient chauffer, ils déréticulent. Donc, typiquement, quand on va faire de l'autoréparation, on vient chauffer l'endroit où il y a eu l'égratignure. Et lors du refroidissement, ça réticule. Le problème, c'est que le chauffage est supérieur à 100 degrés et donc là, on a un fort risque d'abîmer le bois. Ensuite, on a les liaisons hydrogènes. Donc, comme c'est une liaison faible, on n'a pas besoin de chauffer pour faire la liaison ou la défaire. Par contre, il va falloir un stimulus thermique souvent pour apporter la mobilité des chaînes pour que la liaison se refasse. Et ensuite, on a l'enchevêtrement moléculaire. Pardon. On a les techniques d'enchevêtrement moléculaire où là, c'est donc comme dans l'exemple ici d'un hydrogel. Quand on vient se faire toucher les 3 billes de ce matériau, on les fait se toucher uniquement 30 secondes et après, ça fait un matériau qui se tient. Le problème, c'est que c'est pour les matériaux mous, tels que les hydrogels. Donc, ce n'est pas du tout applicable aux finitions du bois. Donc, en conséquence, je me suis tournée vers la technologie des liaisons hydrogènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on augmente la quantité de liaisons hydrogènes dans la finition, plus on va avoir de bonnes propriétés mécaniques. Mais par contre, il va falloir plus chauffer pour engendrer l'autoréparation parce qu'il va falloir plus de mobilité de chaîne. À contrario, les revêtements photopolymérisables ont un taux de réticulation très élevé, donc une faible
donc une faible mobilité des chaînes de polymères. Donc, en fait, c'est très embêtant pour l'autoréparation. Donc, c'est le défi de cet axe-là, c'est d'obtenir un revêtement acrylate photopolymérisé transparent, donc avec un haut taux de réticulation, mais assez de liaison hydrogène pour avoir l'autoréparation sans dépasser toujours les 100 degrés. En ce qui concerne l'axe des capsules, je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer aujourd'hui. Par contre, si pendant la période de questions, vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Juste, je vous explique donc que après plusieurs tests, le système qu'on a retenu, c'est des capsules de polyuréthane sans isocyanate qui contiennent des alkydes, donc des oxydatifs, en tant qu'agent autoréparateur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes résultats sur l'axe des liaisons hydrogènes. Donc, la méthodologie qui a été prise, c'est de développer plein de formulations avec des acrylates donc, qui contiennent des liaisons hydrogènes grâce à des groupements alcool ou amines. Donc, voici les composés utilisés. Donc, le film de référence qui ne contient pas de liaison hydrogène et qui contient les composants les plus utilisés dans l'industrie du bois. Donc, c'est un monomère HDDA avec un oligomère époxyacrylate. Pour remplacer la partie monomère, j'ai sélectionné ceci, donc la HPMA, le PETA, l'HAMA, l'acide acrylique et l'HPPA. Et pour remplacer la partie oligomère, j'ai sélectionné 3 acrylates allophanates. Donc, je vous épargne les noms commerciaux, puisque c'est donc acheté dans le commerce. Donc, on va les appeler le AA1, 2 et 3. Pour trier, parce que ça fait comme une quinzaine de formulations, donc pour trier lesquelles sont intéressantes, d'abord, il faut savoir que le ratio monomère-oligomère a été fixé afin d'avoir une viscosité de 2000 centipoises. Les 2000 centipoises sont fixées par l'industrie du bois justement pour passer dans les rouleaux et tout ça. Donc, ça, c'est normé, on ne peut pas le changer. Et ensuite, avec tous les films obtenus, j'ai fait de la dureté pendule sur tous les films. Donc, la dureté pendule, c'est vraiment la dureté de surface. C'est plus la rigidité finalement du film. Donc, ceux qui ont une dureté trop élevée, finalement, ils étaient cassants. Donc, ils n'avaient pas assez d'élasticité pour résister aux égratignures et à l'abrasion. Donc, on avait une perte de résistance. Donc, on les a éliminés. Et ceux qui étaient bien évidemment trop mous pour résister à nos pas sur le sol, on les a également éliminés. Donc, à la fin, on est parti sur une étude à 7 films, donc forcément la référence. Le monomère HEMA et HPPA qui donnaient des bons résultats de dureté pendule, donc avec l'époxyacrylate qui n'a pas de liaison hydrogène. Et puis des films donc avec l'HEMA, HPPA toujours, et l'oligomère acrylate alphanate 1 et 2. Le troisième a été éliminé parce qu'il était trop mou. Donc, comme ça nous donne différentes quantités de liaison hydrogène dans les films à étudier. En termes de caractérisation, on a commencé par la spectroscopie infrarouge qui nous apporte 2 informations. La première, ça prouve qu'on a apporté des liaisons hydrogènes dans la formulation. Donc, quand on se concentre sur la zone des alcools, on voit que le film de référence en noir n'a aucun pic d'alcool. Quand on a changé le monomère pour l'HEMA et l'HPPA, donc on a eu le pic qui est apparu par ici. Et on a observé un décalage lorsqu'on a également changé la partie oligomère. Donc, ce décalage est la preuve qu'il y a plus de liaison hydrogène parce que les OH, les alcools libres, sortent plus de ce côté-là et les alcools liés se décalent. Et ensuite, on a aussi obtenu des taux de conversion. Donc, je les ai comparés avec les fonctionnalités moyennes des films, donc la quantité de fonctions acrylates dans les films. Donc, on remarque tout de suite que le film de référence a la plus faible fonctionnalité, le plus faible taux de conversion. Ça, c'est parce qu'en fait, les liaisons hydrogènes dans les autres films, ça crée une préorganisation qui augmente le taux de conversion, qui aide à la polymérisation. Et aussi, quand on augmente la fonctionnalité, par contre, le taux de conversion vient diminuer. Ça, c'est parce que quand la fonctionnalité est très élevée, le réseau va se figer beaucoup plus vite et donc les monomères n'auront plus la mobilité pour propager la réaction de polymérisation. Ensuite, j'ai fait des analyses mécaniques dynamiques en température, donc avec la DMA
au laboratoire. Donc, le concept, c'est de venir placer le film entre deux pinces ici. L'appareil vient tirer sur le film tout en chauffant. Ça nous permet d'obtenir comme information la température de transition vitreuse des films qu'on obtient avec le maximum de modules de perte. Et aussi, avec le minimum de modules de stockage, ça nous permet de calculer la densité de réticulation. Donc, je vous rappelle qu'on essaie d'avoir une densité de réticulation le plus élevée possible, mais il faut que la TG soit quand même en dessous de 100 degrés pour qu'on puisse avoir de la mobilité des chaînes sans chauffer au-delà. Voici les résultats. Donc, on note tout de suite que les films qui ont une fonctionnalité inférieure ou égale à 2 ont une beaucoup plus faible densité de réticulation, donc ce qui est logique. Et on remarque que les deux films avec le monomère HEMA et les deux acrylates allophanates ont les densités de réticulation les plus élevées. Et la TG, qui est donc, on remarque la même tendance que la densité de réticulation, est correcte, dans un range qui est correct, puisqu'on va pouvoir chauffer sans abîmer le bois. Par contre, on remarque que l'HPPA a une densité de réticulation plus faible. Et ça, je l'explique par l'encombrement stérique, parce que sur sa structure, il y a un cycle qui crée l'encombrement stérique, et donc la réticulation ne peut pas être autant dense que dans le cas de l'HEMA, qui est une petite molécule linéaire. Pour caractériser l'autoréparation, donc en fait, l'efficacité d'autoréparation se calcule selon une propriété qu'on a choisie, donc selon l'application qu'on veut faire après. Et ensuite, on prend les résultats de cette propriété et on fait le ratio réparé moins abîmé sur initial moins abîmé. Dans mon cas, j'ai fait 2 tests. La première, c'est de faire des abrasions sur les films, mesurer la brillance. Ensuite, après avoir chauffé 2 heures à 80 degrés, on remesure la brillance et on voit à quel point on a récupéré de la brillance. Et aussi de faire des égratignures et de mesurer la profondeur des égratignures. Donc pareil, avant et après chauffage. Voici les résultats pour la partie abrasion. Donc, les abrasions faites sont à peu près à 5 micromètres de profondeur en moyenne. Et donc, on peut tout de suite remarquer que le film de référence a 4% d'autoréparation. Donc, autant dire qu'il n'y a aucune autoréparation. Aussi, donc, les deux films qui ont les valeurs les plus intéressantes, c'est l'HEMA avec le premier acrylate allophanate et l'HEMA avec l'époxy acrylate. Donc, c'est ça. Donc, l'HPPA n'est pas autoréparateur, n'apporte pas d'autoréparation. Donc, ça, j'ai la même explication que pour l'histoire de la densité de réticulation. C'est son encombrement stérique qui gêne la mobilité des chaînes de polymères et donc inhibe l'autoréparation. On remarque aussi que le deuxième acrylate allophanate n'apporte pas d'autoréparation. Après avoir discuté avec la compagnie, ils m'ont avoué que sûrement ils n'ont pas voulu me révéler la structure de l'oligomère, mais ils m'ont fait comprendre qu'il y avait moins d'alcool sur la structure du deuxième acrylate allophanate. Ensuite, en ce qui concerne les résultats pour des égratignures, donc là, les résultats sont assez différents. On observe un 15% d'autoréparation sur le film de référence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas vraiment d'autoréparation puisqu'il n'y a pas de liaison hydrogène, mais c'est un retour élastique. Donc, quand on vient faire la fissure sur le film, il y a une partie de la contrainte est plastique, une partie de la contrainte est élastique. Et en fait, quand on a chauffé, on a libéré la contrainte élastique. Donc, ça veut dire que dans tous nos résultats, il y a une partie non quantifiée qui n'est pas d'autoréparation, mais qui est de la libération de contraintes élastiques. On remarque par contre qu'entre les deux films qui avaient des bons résultats tantôt, là, il y a une différence qui se crée entre celui qui a moins de liaison hydrogène et celui qui en a le plus. Donc, en conclusion, le film le plus intéressant, c'est le HEMA avec acrylate allophanate numéro 1. Et je vais vous montrer tout de suite en image les résultats d'autoréparation. Donc, ici, on a le film de référence après avoir subi le chauffage de 2 heures. Donc, pour celui qui a subi des abrasions. Donc, au microscope électronique, on voit que les abrasions sont toujours bien visibles, même à l'œil nu. Et quand on regarde le film autoréparateur, donc pareil après chauffage, là, on ne voit plus aucune abrasion, ni au microscope électronique, ni à l'œil nu.
Pour le test des égratignures, c'est pareil. Sur le film de référence, on voit très bien les égratignures, autant au microscope électronique que sur les images de profilométrie. Par contre, pour le film autoréparateur, vraiment, j'ai dû faire des marques sur les films pour savoir où j'avais fait avant les égratignures, tellement je n'étais même pas capable de les retrouver. Donc, c'est vraiment positif. Si on n'est même pas capable au microscope de retrouver les égratignures, c'est que vraiment, ça a très bien réparé. Donc, en conclusion de cette présentation, pour la partie capsule, le système sélectionné, c'est le polyuréthane qui contient des alkydes. Pour la partie formulation, donc le film HEMA acrylothalophanate numéro 1 est très prometteur. Il combine autoréparation et réticulation élevée grâce à un faible encombrement stérique. Donc, ce que j'ai relevé, c'est vraiment que c'est l'encombrement stérique qui est le paramètre important. Les résultats ont été publiés cet été. Et donc, pour la suite de mon doctorat, ça va être de synthétiser les fameuses capsules. Et aussi, pour améliorer encore la formulation, je voudrais faire des formulations, j'ai déjà commencé à faire des formulations à 3 composantes acrylates. Donc, en fait, je rajoute un deuxième monomère à cette formulation-ci. Les monomères choisis, c'est ceux qui avaient donné des rigidités trop élevées en dureté pendule et que j'avais éliminées. Mais là, je me dis qu'en les mettant à faible pourcentage dans la formulation, ça peut venir renforcer la formulation sans inhiber l'autoréparation. Donc ça, ces tests ont déjà commencé. Et donc voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.